Chers étudiants, chers collègues et amis, je suis heureux de pouvoir vous annoncer aujourd'hui notre hôte qui est arrivée de Paris, Françoise Bouillot, née en 1954, essayiste. Ça ne se fait malin, pas. Ça. Ah, c'est malin. Mais c'est inscrit Oui, sur non, le... Ils ont reçu tout ça. Elle est essayiste, traductrice et romancière. Et elle a publié plusieurs romans. Vous avez vu le titre, peut-être, je vous ai envoyé l'invitation. Vous avez reçu l'invitation? Certains parmi vous? Non? Oui? Mon oncle d'Amérique. Mon oncle d'Amérique, Mes voilà, oncles. Vladan Mes est au oncles. courant. Mon oncle, c'est René. Mes oncles. c'est Mes oncles d'Amérique, en 2015, c'était parmi les dernières publications. Voilà. Ensuite, nous arrêterons le soleil, les ports du Nord, la lingère et le voyant, Ça, c'est- travesti, la boue, roman de Robert. Françoise traduit beaucoup. Elle traduit de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. Je sais que parmi vous, il y a pas mal d'étudiants qui se projettent déjà dans la traduction. Donc, vous avez Voilà. devant vous quelqu'un qui travaille dans la traduction. Et vous allez pouvoir poser des questions à Françoise. Qu'est-ce que ça veut dire en France de travailler comme traductrice? La misère. La misère. Ne faites pas ça. Mais je suis heureux aussi de pouvoir saluer parmi nous un des collègues que nous aimons beaucoup ici à la faculté des lettres de Radoslav. Pardon, je m'excuse. Et ensuite, Nina Jovancevic qui vit à Paris, qui écrit, qui publie, qui fait des performances. C'est un artiste multi, tout est multi. Oui, et je remercie Nina. C'est grâce à Nina, autre chose, que nous avons Françoise avec nous. Donc, je ne vais pas me attarder ici très longtemps. Je vais vous laisser avec Françoise qui va vous parler. Nous avons parlé d'un titre, Arpenter sa terre. Mais Françoise a pensé pouvoir corriger cela. En tout cas, je laisse Françoise vous expliquer ce qu'elle a voulu faire avec vous aujourd'hui. Encore une fois, soyez libre, posez des questions, discutez. Bonjour. Encore une collègue. Asseyez-vous. Je vous en prie. Françoise, Oui, c'est à vous maintenant. on y va. Le micro, ça va ou Le micro, ça va, tout va bien, la caméra, ça va. Pas de problème. Allez-y. D'accord, très bien. Bon, eh bien, bonjour à tous, à toutes et à tous. Il y en a quelques-uns quand même, les garçons. Oui, je sais que vous êtes en minorité, mais on va quand même Je m'excuse. vous considérer. Ça va sonner au milieu. Oui, donc, alors déjà, une première bonne nouvelle, je ne vais pas parler pendant 1 heure, parce que ça vous embête, et moi aussi. Donc, 1 heure, c'est trop long pour écouter un auteur raconter tout ça. Donc, je vais parler moins longtemps. Vous me dites si je vais trop vite en parlant. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Parce que c'est pas un concours, c'est pas un examen. Donc, si vous ne comprenez pas, on arrête et on reprend. D'accord ? Bon. Et après, vous poserez les questions que vous voulez, y compris sur autre chose, sur d'autres gens que moi. Ça n'est pas un problème. Voilà. Donc, j'ai proposé comme titre « Arpenter sa terre ». Et je disais à Pavlé, enfin votre professeur, en arrivant, que je me disais que j'aurais dû l'intituler « L'auteur comme schizophrène ». Mais en fait, ça n'est pas une contradiction, ça se complète. Pourquoi arpenter sa terre ? Parce que pour venir vous parler, l'avantage c'est que peut-être vous n'y gagnez pas grand-chose, mais nous on gagne toujours à être obligés de s'interroger sur soi, sur ce qu'on fait,
puisque si on doit parler aux autres, on est bien obligé d'abord de dire « et je fais quoi moi ? Qu'est-ce que j'ai à... » voilà. Et donc, je me suis dit, tous ces livres m'ont l'air bien hétéroclites, bien différents, tout ça, ça va pas ensemble, etc. Et ça fait déjà un moment que j'ai pensé ça. Et puis, en fait, il vient le moment où on arrive à retrouver la logique de ça, parce que tous ces thèmes qui sont très différents, je vais vous les exposer après, voilà. Ces thèmes qui ont l'air si différents sont en fait les bornes de la terre de l'écrivain. La terre de l'écrivain, c'est pour ça que j'introduis le schizophrène, c'est ce monde intérieur imaginaire qui est toujours le monde qui a la préséance pour l'écrivain et qui est pour lui le monde premier. Et c'est un monde imaginaire, on ne sait pas à quel moment il s'est créé, c'est ce que dit Proust par exemple, alors il met très longtemps pour le dire, mais c'est ça qu'il dit, c'est que le monde dans lequel il vit, le monde réel dans lequel il vit avec les autres, et en effet il y est bien, il vit en effet avec les autres, et pour lui un monde qui n'est que le reflet, l'image du monde premier qui est le monde, le fameux monde de Combray, du premier jardin de l'enfance, des premiers sons qui ont été entendus, des premières images qui resteront toujours les images premières pour l'écrivain. De sorte que arpenter sa terre dans la schizophrénie, c'est regarder, vivre dans toujours un monde qui n'est pas celui des autres, qui est le monde intérieur d'abord, et le monde réel, normalement premier, est en quelque sorte pour l'écrivain le deuxième monde, le monde qui est représenté. Le monde, la représentation, c'est exactement ça, mais c'est le monde réel qui est présenté une seconde fois, parce que le monde premier, c'est celui avec lequel l'écrivain se promène. En schizophrène, c'est-à-dire qu'il est, sauf qu'il maîtrise mieux que le malade mental enfermé dans l'asile, mais il est quand même dans un état qui n'est pas toujours très confortable. Et c'est aussi pour ça que finalement, il n'y a pas beaucoup d'écrivains, parce que non seulement il faut avoir cette forme de folie, mais il faut aussi avoir un peu de talent pour écrire. Donc tout ça, ça fait pas beaucoup de gens. Voilà. Donc par siècle et par pays, il y a quelques grandes œuvres, mais il n'y en a pas. Les autres sont utiles, mais les très grandes œuvres, c'est pas possible qu'il y en ait des tas. Voilà. Donc là-dessus, au moins, on est tranquille. On est sûr qu'on n'aura pas 10 000 auteurs importants à étudier. Les seuls importants, vous en aurez quelques-uns tout le temps. Bon. Donc ça, c'était un peu pour poser ce que j'entends par qu'est-ce que ça veut dire être un écrivain. Et pour dire qu'il y a assez peu de gens, en fait, que ça concerne. Cependant, ce monde intérieur, la difficulté, c'est qu'il faut l'amener aux autres. Et je ne sais même pas d'où vient absolument ce besoin ou ce désir de l'amener aux autres par l'écriture. Parce que j'entendais récemment Modiano. C'est quoi son prénom ? Patrick. Merci. Patrick Modiano, vous devez connaître son nom, au moins ? Oui ? Il a reçu le prix Nobel de littérature il y a 2 ans. Voilà. Et je l'entendais dire à la radio, non, à la télé, c'était... Et je l'entendais dire, mais après cette longue œuvre, où là, lui, il arpente sa terre, et sa terre est beaucoup plus... lui, c'est clair, c'est un endroit de Paris, un quartier, essentiellement, et c'est bien parce que c'est un quartier qui n'avait jamais été exploré par la littérature.
Donc, C'est lequel? c'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle les beaux quartiers, le 16e, Neuilly, les quartiers ennuyeux où ne vont pas les intellectuels, où personne ne veut habiter, mais qui portent en effet quand même un inconscient collectif parisien qu'on connaît tous et qu'on ressent tous, les Parisiens. Et ça, il a vraiment creusé cette terre-là. Lui, il a labouré un champ, vraiment, très précis. Oui, voilà. Et puis des quartiers, il y a quelque chose d'un peu louche aussi, puisqu'il parle de ces espèces de petits voyous quand même. Hein. Il y a les voyous riches. C'est ces gens-là, c'est pas une grande bourgeoisie, ou c'est des gars un peu comme ça. On les voit bien, quand les Parisiens les voient bien. Et donc Modiano disait, mais si on pouvait simplement contempler le monde et sans l'écrire, voilà, qu'est-ce qu'on aurait la paix? Et je me disais, ah oui, je suis vraiment d'accord avec lui, parce que, voilà, je vois bien ce qu'il dit. Un monde le fascine, qui est un monde intérieur, et Dieu sait pourquoi, il se sent obligé de prendre une plume et de se fatiguer, parce que c'est très fatigant, se fatiguer à transmettre ce monde aux autres, essayer de faire en sorte que ces gens-là, de leur donner, et que ça soit compréhensible. Et voilà, et il disait, mais pourquoi on fait ça? Et c'est une très bonne question, j'ai pas de réponse, mais j'ai trouvé que notre prix Nobel avait parfaitement raison. Et cependant, il le fait, et évidemment qu'il est content de le faire. Voilà, quand il a fini de se taper la tête contre les murs, il est content de le faire parce que ça produit un effet de drogue, en fait. Hein. C'est ça, c'est le camé aussi, l'écrivain. Le toxicomane. Il n'a pas besoin d'aiguilles ni d'héroïne. Ça coûte pas cher, c'est juste ça vaut rien. Et ça coûte que dalle. Et c'est ça. Et avec ça, il fait de la drogue pure, plus pure que l'héroïne la plus pure. Et en fait, c'est pour ça qu'il écrit. C'est pas par amour de l'humanité. C'est parce qu'en fait, ça produit un effet de drogue dur et bon, avec beaucoup de dépendance et beaucoup d'inconvénients. Ne tombez pas dans la drogue, jeunes gens. On vous l'a toujours dit. Mais vous pouvez tomber dans l'écriture. Oui, à vos risques et périls, là aussi. C'est une autre chose. C'est la drogue intellectuelle. Ah ben oui, mais bon, drogue quand même. Hein. Bon. Donc, alors, cette terre dont j'ai parlé de façon si théorique, que j'essaie d'organiser, peut-être je vais en parler de façon bêtement chronologique, là, pour qu'on y voit un peu clair. Donc j'ai commencé par ce truc qui s'appelle le roman de Robert, qui est l'histoire de la jeune Française en Amérique. On est tout à fait dans le classique, au départ. Mais quand même, ça commence tout de suite avec les vraies questions, c'est-à-dire que dans ce roman, la jeune héroïne cherche l'Amérique absolue qu'elle porte déjà, puisqu'elle cherche une image, hein, l'image qui est venue avec Mickey Mouse. Vous avez eu Donald et Mickey Mouse ici aussi, bon, qu'elle porte avec Sinatra, avec bon, tout ce qui a pu... L'imaginaire américain, voilà. Et elle cherche ça, elle veut ça. Et elle préfère mourir finalement que de ne pas arriver à entrer dans ce paysage dont elle ne comprend pas qu'il est à l'intérieur, et elle le cherche à l'extérieur et elle ne le trouve pas, évidemment, parce que tout lui ressemble, mais rien n'est vraiment le paysage qu'elle porte en elle-même. Donc c'est une histoire classique de jeune fille qui va habiter New York, mais après ça finit voilà, un peu autrement, parce qu'elle
Et puis, un an après, on passe aux paysans français. Et alors là, gros succès chez les Français. Les Français adorent qu'on leur parle de leurs paysans. Bon. Faut pas croire que Paris, la grande ville, est formée de gens qui sortent de chez les paysans. Et ils en ont le souvenir, moins maintenant. Au fur et à mesure, il y en a moins. Mais les gens d'il y a, de l'âge de vos parents, on va dire, de vos grands-parents, à Paris, étaient tous des enfants de paysans et ils avaient tous le souvenir de la place du village. Et la place du village, elle ressemble exactement au village d'ici. Il y a le jeu de boules en plus. Jeu de boules, je ne sais pas. Il n'y a pas de jeu de boules dans le village serbe. Voilà, c'est pour ça, je ne sais pas si jeu de boules, ça leur dit quelque chose. Je ne sais pas si jeu de boules, ils savent de quoi on parle. La pétanque. Oui, ça, la pétanque, ça veut dire dans quelque le chose. midi, dans le midi de la France. Bocciane, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est arrivé grâce à la culture italienne, la Dalmatie. D'accord. Ici, ça s'appelle Boccia. Boccia, ça doit être c'est le mot dalmatique, italien, c'est- changé, slavisé, etc. Voilà, donc ce jeu de ce Bolcenier, Ouais. il est dans le sud, mais aussi dans le nord. Il était. Voilà, donc on avait le village français, c'est l'église, la mare et l'école. L'école mairie, ça va ensemble. Et puis le Bolcenier. Et donc le bruit c'est plang, comme ça. Il y a les places avec des. Voilà. Et donc c'est le village français, ça fait comme ça, plang, ce bruit des boules sur la place, la petite place. Voilà.